Il faut un coupable, Adrien. Et vite. La voix de Jean-Pierre Dubois, un murmure venimeux, siffla à l'oreille du jeune héritier. Regardez-la, parfaite. Qui d'autre? Personne ne la pleurera. Chaque mot était une goutte de glace dans les veines d'Adrien Delaroche. La panique lui serrait la gorge. Autour de lui, le silence de la salle d'exposition était assourdissant, rompu seulement par le cliquetis lointain d'un appareil photo et les chuchotements étouffés du conseil d'administration. Leurs yeux, tels des scalpels, le disséquaient, attendant une action, un sacrifice. La cicatrice sur le chef-d'œuvre de Le Corbeau, crépuscule sur la scène, semblait le regarder, une blessure ouverte sur la réputation de sa famille. Il se tourna. Amina Diallo se tenait près du mur du fond, son chariot de nettoyage à ses côtés, un fantôme silencieux dans ce monde d'opulence. 50 ans, le dos droit malgré des décennies de labeur, la dignité gravée sur un visage qui avait connu plus d'épreuves que tous ces hommes en costume réunis. Elle était la cible parfaite, l'invisible. Adrien sentit une sueur froide perler sur sa nuque. Il fit un pas, puis un autre, chaque mouvement amplifié par le silence. Le son de ses chaussures italiennes sur le marbre était un compte à rebours vers la trahison. Il s'arrêta devant elle. L'odeur de cire d'abeille et de citron, l'odeur du travail honnête flottait autour d'elle, une insulte à la corruption qui se jouait. Madame Diallo, sa propre voix lui parut étrangère, un instrument qu'il ne maîtrisait plus. Amina leva les yeux. Pas de peur, juste une interrogation calme, profonde. C'était pire. La peur, il aurait pu la dominer. Cette clarté le mettait à nu. L'œuvre 1. Il désigna la toile d'un geste vague de la main. C'est vous. Ce n'était pas une question, c'était une condamnation. Les lèvres d'Amina s'entr'ouvrirent. Un souffle. Le début d'une protestation, la naissance d'un mot. Monsieur, je... Silence! Le mot explosa, plus brutal qu'il ne l'avait voulu. La réverbération claqua contre les murs. Le conseil tressaillit. Dubois esquissa un sourire presque imperceptible. Adrien sentit le pouvoir, un poison grisant, monter en lui. C'était plus facile comme ça. Vous étiez seul dans cette section, personne d'autre. Niez-vous votre négligence, votre incompétence? Il cracha les mots, des armes choisies pour blesser, pour laisser des cicatrices aussi profondes que celles sur la toile. Le visage d'Amina se ferma. La lumière dans ses yeux ne s'éteignit pas, mais se retira vers l'intérieur, devenant une fournaise secrète. Ses mains, posées sur le manche de son chariot, se crispèrent. Les jointures blanchirent. C'était sa seule réponse. Une résistance muette, une forteresse de dignité. Vous ne dites rien? Adrien fit un pas de plus, envahissant son espace, un prédateur testant sa proie. Votre silence est un aveu. Vous êtes renvoyé, sur le champ. Le coup final, il le prononça avec une froideur qu'il ne se connaissait pas. Pour sceller l'acte, pour prouver sa force aux vautours qui le regardaient, il ajouta « Et considérez-vous heureuse si la maison de la Roche ne vous poursuit pas en justice pour la totalité de la valeur de cette toile. Maintenant, partez. » Il lui tourna le dos, le cœur battant à tout rompre, non pas de triomphe, mais d'une horreur naissante. Il avait jeté une innocente au lion pour sauver sa propre peau, et dans le silence qui suivit, il sentit le regard d'Amina, non pas comme une supplique, mais comme un jugement,
gravé dans son dos. Le silence qui suivit fut une lame. Adrien lui avait tourné le dos, un acte de lâcheté finale, mais c'est le poids du regard des autres qui était le plus lourd. Les murmures s'étaient tus. Le monde semblait retenir son souffle, attendant qu'elle s'effondre, qu'elle pleure, qu'elle supplie. Ils attendaient la confirmation de sa faiblesse, la justification de leur injustice. Elle ne leur offrit pas ce plaisir. Les larmes auraient été une insulte à la fournaise qui venait de s'allumer dans sa poitrine. Une colère froide, pure et tranchante comme un diamant, balaya le choc et la douleur. Elle sentit le sang de ses ancêtres battre à ses tempes, une lignée de femmes qui avaient affronté des déserts, des océans et la condescendance d'hommes comme ceux-ci. Son nom était Diallo. Ce nom avait un poids, une histoire, une fierté. Sa colonne vertébrale, courbée par des années de service, se raidit, devenant une tige d'acier. Lentement, avec une précision presque rituelle, ses doigts défirent sur le premier bouton de sa tunique de travail. Un bouton pour chaque décennie passée dans cette maison, à polir les marbres, à protéger la beauté, à rester invisible. Le deuxième bouton, pour les nuits blanches passées à s'inquiéter pour sa famille au Sénégal, l'argent de ce travail étant leur seul espoir. Le troisième, pour le respect et qu'elle avait toujours montré, même à ceux qui ne la voyaient que comme une partie du décor. Elle retira la tunique. Le tissu, usé mais impeccable, glissa de ses épaules. Elle le plia avec le même soin méticuleux qu'elle mettait à nettoyer une vitrine. 1, 2, 3 plis parfaits. Ce n'était pas un uniforme qu'elle pliait, c'était une vie de service qu'elle fermait. Elle le déposa sur son chariot, un linceul pour une loyauté trahie. En dessous, elle portait une simple robe modeste, mais désormais, elle semblait vêtue d'une armure invisible. Elle leva enfin la tête, et son regard balaya la salle. Elle ne s'attarda pas sur Adrien, qui était maintenant insignifiant. Elle regarda les membres du conseil, ces hommes puissants, et les vit pour ce qu'ils étaient, des ombres effrayées, incapables de soutenir son regard. L'un d'eux ajusta sa cravate. Un autre tout sauta dans sa main. Ils étaient les prisonniers. Elle était libre. Sa voix, quand elle parla, n'était pas forte, mais elle traversa la pièce, chaque syllabe pesée et affûtée. La vérité, commença-t-elle, et le silence devint encore plus profond, est comme le soleil. Vous pouvez la cacher pour un temps, mais elle ne disparaît jamais. Et elle finit toujours par tout brûler sur son passage. Ce n'était ni une menace, ni une prophétie. C'était un fait. Sans un autre regard, elle se tourna et s'éloigna. Le claquement sec et régulier de ses talons sur le marbre était le seul son dans la pièce. Ce n'était pas le bruit d'une fuite, mais celui d'une marche déterminée. Chaque pas était un coup de marteau sur la conscience d'Adrien. Elle poussa les grandes portes vitrées. Elles se refermèrent derrière elle avec un clic doux et final, un son qui résonna dans l'esprit d'Adrien comme le verrou d'une cellule de prison. La tempête était passée, mais le silence qu'Amina laissait derrière elle était bien plus dévastateur. Bien, continuons. Achoi 1. La tempête silencieuse. Baoto Jua Fong Trung Bai. Diempha, la première fissure. Bang Chung Dao Tin, Hoi Han Bak Dao. Les clics de la porte fut une signal. Les charmes étaient rompus. Les murmures reprirent.
glissant comme des serpents, un mélange de soulagement et d'excitation malsaine. Dubois s'approcha d'Adrien, un sourire paternel et prédateur collé sur le visage. « Une décision difficile, mais nécessaire, » dit-il d'une voix suave. « Vous avez montré votre étoffe aujourd'hui, Adrien, l'étoffe d'un Delaroche. » Les mots étaient censés être un baume, mais ils brûlèrent comme de l'acide. L'étoffe d'un Delaroche, son père, un homme juste jusqu'à la moelle, aurait-il commis un tel acte? Adrien sentit la nausée monter. Chaque mot d'Amina était une braise sur sa conscience. La vérité finit toujours par tout brûler. Il se sentait déjà consumé de l'intérieur. « Laissez-moi » cracha-t-il, sa voix rauque. Les membres du conseil, surpris par sa soudaine hostilité, reculèrent. Tous, dehors, maintenant. Il n'attendit pas leur départ. Il tourna les talons et marcha d'un pas rapide vers la salle de sécurité, fuyant leurs regards, mais surtout se fuyant lui-même. La colère qui l'animait n'était pas dirigée contre eux, mais contre le lâche qu'il voyait dans le reflet des vitrines. La salle de sécurité était un cocon sombre et froid. Montrez-moi les enregistrements de la galerie Est, les 2 dernières heures. Sa voix était un ordre sec, sans appel. L'opérateur obéit en silence. L'écran s'illumina, affichant une douzaine d'angles de vue. Adrien se pencha, les mains crispées sur le pupitre. Il fit défiler les images, le cœur battant la chamade. Et il la vit. Il vit Amina, se déplaçant avec une grâce tranquille. Il la regarda contourner la sculpture de Rodin, son chariot passant à plus d'1 mètre. Il la vit nettoyer le sol autour du socle de la toile, ses gestes lents, respectueux, comme si elle était dans un sanctuaire. À un moment, elle s'arrêta. Elle ne nettoyait plus. Elle regardait le tableau, la tête légèrement penchée, une expression de pure admiration sur le visage, une connexion silencieuse entre une âme et une œuvre d'art. Le souffle d'Adrien se bloqua dans sa poitrine. Ce n'était pas le visage d'une femme négligente, c'était le visage d'une gardienne. Il rembobina, jouant la séquence au ralenti, image par image. Ses yeux brûlaient à force de fixer l'écran. Il cherchait le moment de l'impact, la collision, qui justifierait son crime. Mais il n'y en eut pas. Le chariot ne toucha jamais le cadre, pas même une fois. Alors, d'où venait cette blessure? Il zooma au maximum jusqu'à ce que les pixels de l'image se déforment. Et c'est là qu'il vit la fissure dans le mensonge, un reflet, un éclat de lumière fugace, juste avant que la caméra suivante ne montre la rayure déjà présente. Ce n'était pas un choc, c'était un mouvement rapide, précis. L'éclat d'une bague, la lame d'un objet métallique, ce n'était pas une éraflure, c'était une incision, une signature de violence délibérée. Un frisson glacial parcourut son échine. Il n'avait pas simplement commis une erreur, il avait été le pion d'une mise en scène. Puis, son regard fut attiré par un détail qu'il avait ignoré. Le vieil homme au carnet de croquis. Il était là, imperturbable, dans le coin de l'écran. Adrien fit défiler d'autres angles de vue. L'homme était toujours là, mais il ne dessinait pas seulement la toile. Adrien zooma sur son visage. Ses yeux n'étaient pas vagues et rêveurs. Ils étaient perçants, scrutateurs. Son crayon ne dansait pas au hasard sur la page. Il se déplaçait avec une intention féroce, capturant non pas les formes, mais les tensions, les regards, les secrets. Il n'était pas un spectateur,
Il était un chroniqueur. Adrien coupa l'écran. La pièce fut plongée dans l'obscurité. Il était seul, face à son propre reflet blafard sur le moniteur éteint. La certitude qui s'installa en lui était aussi froide et tranchante que la lame qui avait balafré la toile. Il avait condamné une innocente. Et la vérité, comme elle l'avait prédit, commençait à peine à consumer son monde. Le poing d'Adrien s'abattit sur la console de sécurité. Le plastique craqua sous l'impact, une douleur vive remontant dans son bras. Mais la douleur était bonne. C'était une distraction bienvenue face au poison de la honte qui se répandait dans ses veines. Il n'avait pas simplement commis une erreur, il avait été l'arme, et Dubois, le tireur. Le silence de la salle n'apporta aucune paix, seulement le bruit assourdissant de sa propre culpabilité. L'image du visage d'Amina, sa dignité inébranlable, était gravée sur ses rétines. Il quitta la salle de sécurité, non pas comme un directeur, mais comme un fugitif, courant pour échapper aux fantômes de sa propre lâcheté. Il ignora les appels de son assistante, traversa le hall en marbre sans voir les œuvres d'art qui valaient des fortunes. Elles se semblaient soudain sans valeur, des mensonges brillants. Dans le garage souterrain, il ne se dirigea pas vers la berline avec chauffeur, mais vers sa propre voiture, une Bentley Continental, une bête de puissance et de luxe, une armure de métal et de cuir. Il démarra le moteur, le rugissement feutrait une insulte au chaos qui régnait en lui. Il devait la trouver. Ce n'était plus un choix, c'était une nécessité, aussi vitale que de respirer. La Bentley fendit Paris, traversant une frontière, invisible bien plus réelle que n'importe quel fleuve. Les façades haussmanniennes du 8e arrondissement, si familières, si ordonnées, laissèrent une place au labyrinthe vibrant et coloré du 18e. Le son changea, le murmure discret des pneus sur l'asphalte propre fut remplacé par un concert de klaxons, de musique s'échappant des fenêtres ouvertes et le brouhaha de dizaines de langues. L'air lui-même était différent, chargé des odeurs d'épices grillées, de gaz d'échappement et de vie. Adrien se sentit comme un astronaute débarquant sur une planète inconnue. Son GPS l'amena dans une rue étroite où les enfants jouaient au football entre les voitures garées. Il gara la Bentley, un navire de guerre échoué au milieu d'une flottille de pêche. Les regards se tournèrent vers lui. Des regards curieux, amusés, mais surtout méfiants. Son costume à 5000 € était un déguisement grotesque. Il trouva son immeuble. La porte d'entrée était lourde. Le hall sentait le chou et l'humidité. Il monta les escaliers usés, chaque marche grinçant sous son poids. Devant la porte 6B, il hésita. Puis il frappa. Une fois, 2 fois. Le silence de l'autre côté était plus lourd que celui de la salle d'exposition. C'était un silence plein, habité par l'absence. Désespéré, il redescendit. Une femme d'un certain âge, un foulard coloré sur la tête, l'observait depuis le seuil de sa porte. « Elle n'est pas là », dit-elle, sa voix sans inflexion. « Vous savez où je peux la trouver. C'est important. » La femme le toisa de la tête aux pieds. « Important pour qui? Pour un homme comme vous, qui arrive dans une voiture comme ça. Amina est une femme bien. Elle n'a pas besoin de problème. » Le mépris dans sa voix était une claque. Son statut, son nom, son argent, rien de tout cela n'avait de valeur ici. C'était des passifs,
Il devait se défaire de son armure. Sa voix se brisa. Il ravala sa fierté. J'ai commis une terrible erreur, une injustice. Je dois lui présenter mes excuses. S'il vous plaît. La femme le scruta, cherchant une fissure dans son masque. Elle vit quelque chose, peut-être le désespoir authentique dans ses yeux. Elle soupira, un mélange de pitié et d'agacement. Elle ne pleure pas sur son sort. Quand la vie la frappe, elle va aider les autres. Essayer le centre communautaire de la rue Mira. C'est là que les âmes comme elle vont pour réparer celles des autres. Elle referma sa porte, le laissant seul dans le couloir. Il avait une piste, mais il comprenait maintenant que ce voyage ne consistait pas à trouver une adresse. Il s'agissait de mériter le droit de se tenir à nouveau devant elle. Et ce chemin serait long. La caméra coupe sèchement. Fini le couloir sombre et silencieux. Place à une grande salle baignée d'une lumière chaude et dorée. Les murs, peints d'un jaune joyeux, sont couverts de dessins d'enfants aux couleurs explosives. L'air vibre d'une énergie douce, un mélange de concentration et de rires étouffés. Nous sommes au centre communautaire de la rue Mira. Ce n'est pas un lieu de charité, mais un sanctuaire. Au centre de la pièce, Amina Diallo n'est plus le fantôme de la maison de la Roche. Ici, elle est une présence. La douleur de l'humiliation subie quelques heures plus tôt n'a pas disparu, mais elle l'a transformée. Ce n'est plus un poids qui la courbe, mais un feu qui alimente une détermination tranquille. Elle se tient devant une demi-douzaine d'enfants, des visages venus du Mali, de Syrie, du Maroc, tous assis en tailleur sur des coussins dépareillés. Sur le mur blanc, un projecteur diffuse une image de « La nuit étoilée » de Van Gogh. Amina ne fait pas un cours d'histoire de l'art. Elle ne parle ni de technique, ni de post-impressionnisme. Elle parle au cœur. « Regardez ce ciel », dit-elle, sa voix une mélodie douce et grave. Est-ce un ciel paisible? Non, c'est un ciel qui a de la fièvre. Il tourbillonne, il crie, il danse. Le peintre, Vincent, était un homme que beaucoup de gens trouvaient étrange. Un homme très seul. Parfois, il avait l'impression que personne au monde ne pouvait comprendre la tempête qu'il avait à l'intérieur. Les enfants, d'habitude si agités, sont captivés. Leurs yeux sont fixés sur les spirales bleues et jaunes. Parfois, continue Amina, son regard passant sur chaque enfant, on se sent comme ça, comme si une grande tempête grondait en nous et que personne ne pouvait la voir. N'est-ce pas? Quelques têtes hochent, timidement. Dans le coin, une petite fille nommée Inès, les yeux baissés, serre un crayon dans sa main sans dessiner. Amina l'a remarqué depuis le début. Amina s'approche d'elle, se déplaçant avec une grâce silencieuse. Elle s'accroupit à son niveau, ne disant rien pendant un long moment. Puis, elle murmure, sa voix à peine un souffle. « Tu n'as pas besoin de me parler de ta tempête, Inès, mais peut-être que tu peux me la dessiner. » Elle prend une feuille de papier vierge et la pose devant la fillette. « Montre-moi ton ciel, à toi. Est-ce qu'il est bleu et calme aujourd'hui, ou est-ce qu'il tourbillonne comme celui de Vincent? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste ton ciel. » Inès ne lève pas les yeux, mais sa prise sur le crayon se desserre. Sa main tremble légèrement. Amina pose doucement un fusain à côté de la feuille. « Le noir, c'est bien aussi.
murmure-t-elle. Parfois, la nuit est si noire qu'on ne voit plus les étoiles, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont plus là. Amina se relève et retourne vers le groupe, laissant Inès dans sa bulle de silence. Elle a planté une graine. Elle a offert un outil, pas une solution. Elle a donné à la fillette la permission de ressentir sa propre douleur. Dans cet acte simple et profond, la véritable nature d'Amina est révélée. Elle n'est pas une victime attendant d'être sauvée. Elle est une guérisseuse, une femme qui, même blessée, utilise sa propre expérience de l'obscurité pour aider les autres à trouver une lueur. Et c'est cette force tranquille qu'Adrien s'apprête à confronter. La porte du centre communautaire grinça en s'ouvrant. Un ray de lumière crue découpa la silhouette d'Adrien. Il se tenait sur le seuil, un archange déchu dans son costume, impeccable. Les cheveux en désordre, le visage ravagé par le manque de sommeil et la honte. Le rire des enfants s'éteignit. Toutes les têtes se tournèrent vers lui. Il était une anomalie, une dissonance dans leur sanctuaire. Ses yeux balayèrent la pièce, ignorant tout le reste, jusqu'à ce qu'il trouve Amina. Elle ne parut pas surprise, juste, lasse, comme si elle s'était attendue à cette intrusion, à ce rappel de la brutalité du monde extérieur. D'un geste doux, elle se tourna vers les enfants. « Continuez vos ciels, mes petits artistes, j'ai une affaire à régler. » Sa voix était calme, les rassurant, créant une frontière invisible entre leur innocence et la laideur qu'Adrien amenait avec lui. Il s'avança, chaque pas sur le linoléum usé, semblant plus difficile que les kilomètres qu'il venait de parcourir. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle. Les mots et qu'il avait répétés dans sa voiture, si clairs, si logiques, se muèrent en cendres dans sa bouche. Il vit la petite Inès le regarder, ses grands yeux sombres pleins d'une méfiance ancestrale. Dans son regard, il vit le reflet de sa propre arrogance. « Madame Diallo, commença-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure étranglé. Amina attendait, immobile. Elle ne l'aida pas. Elle ne lui offrit aucune porte de sortie. Elle le laissa mariner dans le silence de sa propre création. Il ravala sa salive, le goût amer de l'humiliation lui brûlant la gorge. « Ce que j'ai fait, il n'y a pas de mots. C'était un acte de lâcheté. J'ai été faible, cruel et aveugle. Je n'ai aucune excuse. Je suis venu pour vous demander pardon. » Les derniers mots furent presque inaudibles. Il avait enfin prononcé la vérité. Amina le regarda longuement. Son visage était un masque impénétrable. Puis, elle parla, sa voix toujours aussi calme, mais portant le poids d'une montagne. Le pardon est une affaire entre une âme et son créateur, Monsieur de la Roche. Mon pardon, à moi, est une chose privée, mais ma dignité, elle, est une affaire publique. Elle fit un pas vers lui. Mes voisins m'ont vu rentrer hier soir, le visage marqué par la honte que vous y aviez mise. Mes amis ont entendu les rumeurs qui courent déjà. Les enfants de ce centre apprendront qu'Amina, qui leur parle de beauté, a été traitée comme une criminelle. Votre pardon guérira-t-il cela? Adrien secoua la tête, anéanti. Non, que puis-je faire? Vous retournerez dans votre monde de marbre et d'or, dit-elle, sa voix se durcissant. Et vous direz la vérité, avec la même force
avec la même publicité que vous avez utilisée pour prononcer le mensonge. Vous laverez mon nom. C'est le prix à payer. Je le ferai, dit-il sans une seconde d'hésitation. Je le jure, je sais que ce n'était pas vous. J'ai la preuve. Pour montrer sa bonne foi, il sortit son téléphone et lui montra la photo de la rayure. Regardez, l'incision est trop nette, c'est délibéré. Mais Amina ne regardait pas la balafre. Son souffle se coupa. Ses yeux, héritage d'un mari qui connaissait les secrets du bois et de la toile, se plissèrent. Elle se pencha, son doigt tremblant effleurant l'écran. « Non, murmura-t-elle, une horreur sacrée dans la voix. Ce n'est pas la rayure qui essaie le mensonge, c'est la peinture en dessous. » Elle leva les yeux vers lui, et il vit une nouvelle lueur dans son regard, non plus la douleur, mais une terrible clairvoyance. La craquelure, elle est fausse, elle est trop régulière, trop parfaite. C'est la craquelure d'une peinture qui crie son âge, au lieu de le murmurer. Monsieur de la Roche, ce n'est pas seulement l'œuvre qui a été blessée. Je crois que l'œuvre elle-même est une blessure. La phrase d'Amina resta suspendue dans l'air du centre communautaire, lourde de sens. L'œuvre elle-même est une blessure. Pour Adrien, ce fut comme si le sol se dérobait une seconde fois sous ses pieds. La première fois, c'était la honte. Cette fois, c'était un vertige bien plus profond. Il ne s'agissait plus de son erreur personnelle, mais d'une trahison qui pouvait remonter à des années, nichée au cœur même de l'héritage de sa famille. Il regarda Amina, mais il ne voyait plus la victime qu'il était venu sauver. Il voyait une experte, une femme dont les yeux lisaient un langage que lui, l'héritier ignorant, n'avait jamais appris. La dynamique du pouvoir venait de s'inverser de façon permanente. « J'ai besoin de vous, Madame Diallo, » dit-il, et pour la première fois, il n'y avait aucune trace de condescendance dans sa voix, seulement un respect, brut. Pas seulement pour laver votre nom, mais pour découvrir la vérité, toute la vérité. Le retour à la maison de la Roche fut différent. Adrien ne voyait plus les murs dorés, les tapis persans, les sculptures majestueuses. Il ne voyait qu'un décor, une scène de crime potentiel. Amina était à ses côtés, silencieuse. Elle n'était plus une employée retournant sur son lieu de travail. Elle était une consultante entrant en territoire ennemi. Ils trouvèrent Jean-Pierre Dubois dans son bureau, un sanctuaire de bois sombre et de cuir, contemplant la ville par l'immense baie vitrée. Il se retourna, un sourire de satisfaction flottant sur ses lèvres en voyant Adrien. Le sourire se fana légèrement quand il vit Amina. « Adrien, je vois que vous avez réglé votre petit problème de conscience, » dit-il d'un ton mielleux. « Madame Diallo, j'espère que vous comprenez que la décision était purement professionnelle. » Adrien ignora la provocation. Il alla droit au but, mais de manière détournée. « Jean-Pierre, Madame Diallo a soulevé un point fascinant, concernant la craquelure de la toile. Elle suggère que... » Dubois éclata d'un rire bref et sans joie, un son sec comme du verre brisé. « Vraiment ? Et depuis quand écoutons-nous les expertises de nos femmes de ménage ? Avec tout le respect que je vous dois, madame, occupez-vous de vos chiffons et laissez l'art aux connaisseurs. » La violence du mépris était conçue pour humilier Amina et la disqualifier, mais c'est Adrien qui réagit. « Son opinion, dit-il, sa voix soudainement glaciale, a plus de valeur pour moi que la vôtre en cet instant. Elle voit des choses que nous, les connaisseurs,
avons apparemment manqué. Le masque de Dubois se fissura. Un éclair de fureur pure passa dans ses yeux avant d'être maîtrisé. Son sourire revint, mais il était différent, plus fin, plus dangereux, comme la lame d'un couteau. « Faites attention, Adrien, » dit-il d'une voix douce et menaçante. « Votre père était un grand homme, mais il était aussi pragmatique. Il savait qu'il y a des portes qu'il ne faut jamais ouvrir. En remuant le passé, on ne trouve souvent que de la boue. Et cette boue, mon garçon, pourrait salir un nom que votre famille a mis un siècle à bâtir. » La menace était à peine voilée. « Lâchez l'affaire, ou je vous détruis. »« Considérez ceci, » ajouta Dubois, se penchant sur son bureau, un serpent sur le point de frapper. Qui le conseil d'administration croira-t-il? Un directeur qui a servi cette maison pendant 30 ans, ou un jeune héritier impulsif et son improbable allié? Adrien et Amina quittèrent le bureau sans un mot de plus. La guerre était déclarée. Dans le couloir, ils échangèrent un regard. Ce n'était plus une question d'honneur ou d'argent. C'était une question de survie. Ils n'affrontaient pas une erreur, mais un homme qui avait passé sa vie à enterrer des secrets et qui était prêt à les enterrer eux aussi pour que rien ne refasse surface. La menace de Dubois flottait encore entre eux, un poison invisible dans l'air feutré du couloir. Mais la peur avait cédé la place à une fureur froide et déterminée. Ils n'étaient plus sur la défensive. Ils attaquaient. Leur champ de bataille fut les archives de la maison de la Roche, une crypte silencieuse où le passé dormait dans des boîtes en carton et sur des disques durs. L'endroit était le domaine d'Adrien, mais c'est Amina qui en était la véritable exploratrice. Lui naviguait dans les systèmes, les codes d'accès et les protocoles. Elle lisait entre les lignes. Son intuition de femme qui a passé sa vie à observer les détails que les autres ignorent était leur seule véritable boussole. Adrien projeta les documents de provenance de l'œuvre sur un grand écran, des certificats filigranés, des lettres de collectionneurs décédés, des rapports d'experts aux signatures prestigieuses, une forteresse de légitimité. Tout semble parfait, murmura Adrien, le découragement perçant dans sa voix. Chaque vente est documentée, chaque expertise. Non, l'interrompit doucement Amina. Ses yeux étaient fixés non pas sur les signatures, mais sur les descriptions tapées à la machine. Son doigt se posa sur un paragraphe dans un inventaire datant de 1985, 2 ans avant que Dubois ne prenne la tête des acquisitions. Lisez ça. Texture riche, presque en empattement, dans le coin inférieur droit, là où la lumière du crépuscule frappe la scène. Elle leva les yeux vers lui. La toile dans la galerie. Elle est plate, Adrien, lisse comme un miroir. La lumière glisse dessus. Elle ne s'y accroche pas. L'âme de la peinture n'y est pas. Un éclair de compréhension traversa l'esprit d'Adrien. Il tapa frénétiquement sur son clavier, ouvrant les rapports des années suivantes. 1990, 1998, 2005. La description avait changé. Finition lisse, surface parfaitement plane. Le détail crucial, l'empreinte digitale du coup de pinceau de l'artiste, avait été effacé des archives, remplacé par une description qui correspondait à un faux. La falsification n'était pas seulement sur la toile, elle était dans l'histoire même de la maison de la Roche. Mais le comment et le pourquoi restaient un mur infranchissable.
La menace de Dubois les empêchait d'ordonner une expertise officielle. Ils étaient seuls. C'est alors qu'Adrien se souvint des paroles de l'énigmatique vieil homme. Un artiste laisse 2 signatures, une pour le monde et une pour lui-même. Il faut le retrouver, dit Adrien. Ils ne le trouvèrent pas dans une galerie ou un café chic, mais dans une petite boutique de matériel d'art près de la place de Clichy, un endroit qui sentait la térébenthine et le papier ancien. Il était là, examinant un bâton de fusain avec une concentration de chirurgien. Il ne sembla pas surpris de les voir. Ils lui expliquèrent leur découverte, la piste qui se refroidissait dans les archives. Amina parla de l'empattement manquant, de l'âme absente de la toile. Le vieil homme écouta, ses yeux vifs ne les quittant pas. Il ne dit rien. Il prit son carnet et sur une page blanche, au lieu de dessiner, il écrivit un seul mot, d'une écriture anguleuse et forte. Il déchira la page, la plia et la tendit à Amina, pas à Adrien. Son regard portait une confiance silencieuse en elle. « Parfois, dit-il d'une voix qui semblait venir du fond des âges, la vérité n'est pas peinte sur la toile, mais cachée juste derrière. Ce qui est censé la protéger est aussi ce qui peut l'emprisonner. » Sans un autre mot, il paya son fusain et disparut dans la foule parisienne, les laissant dans la boutique, le cœur battant, avec ce simple mot comme seule clé. La signature secrète de l'artiste n'était pas une marque de peinture, c'était quelque chose de caché, cousu dans la doublure même de l'œuvre. Leur enquête venait de prendre une nouvelle direction, bien plus dangereuse. Ils devaient à nouveau s'approcher du tableau. La maison de la Roche était un tombeau silencieux. 23 heures. Les lumières de Paris scintillaient au dehors, un univers lointain et indifférent. À l'intérieur, Adrien et Amina se déplaçaient comme des ombres dans la grande galerie Est, leurs pas étouffés par l'immensité des lieux. Le système de sécurité était en maintenance pour 28 minutes encore. Le compte à rebours avait commencé. Une angoisse sourde étreignait Adrien. Ce n'était pas la peur d'être pris, mais la peur de ce qu'ils allaient trouver. Il regarda Amina. Elle, au contraire, semblait habitée par un calme surnaturel. Ce n'était plus une employée effrayée, mais une prêtresse s'approchant de son autel. Ils se tinrent devant le crépuscule sur la scène. Dans la pénombre, la balafre sur la toile semblait moins une blessure qu'un rictus moqueur. « Aidez-moi » murmura Amina. Ensemble, ils soulevèrent la lourde toile de son socle. L'effort était immense, le cadre en chêne massif pesant le poids et de son histoire, ou de son mensonge. Ils le posèrent, avec une précaution infinie, face contre un mur capitonné, révélant son dos, un territoire secret de bois, de toile et de clous. Adrien alluma la puissante torche de son téléphone, projetant un cercle de lumière crue sur la toile de doublure. C'était le domaine d'Amina. Ses doigts noueux mais étonnamment agiles commencèrent à parcourir le tissu protecteur. Elle ferma les yeux, se fiant non pas à sa vue, mais à une connaissance plus profonde, presque ancestrale. C'était un rituel, les leçons de son défunt mari, l'artisan qui lui avait appris que le bois et la toile ont une mémoire, lui revenaient en mémoire. Il lui disait toujours « Écoute avec tes mains, ma chérie, la vérité a une texture. » Les doigts d'Amian
s'arrêtèrent soudainement. Là, souffla-t-elle. Adrien approcha la lumière. Il ne voyait rien d'autre qu'un tissage parfait. La tension du fil, expliqua-t-elle, elle est différente ici, plus récente, et en dessous, il y a une résistance, une forme qui ne devrait pas être là. Le cœur d'Adrien battait à tout rompre. Il sortit de sa poche un fin coupe-papier en argent, un objet de son autre vie, celle d'avant. Il le tendit à Amina. Avec la précision d'un chirurgien, elle pratiqua une incision de quelques centimètres le long d'une couture dissimulée. Le bruit du tissu qui se déchire fut le seul son dans l'immense galerie. Elle écarta les bords. Le faisceau de lumière plongea dans l'ouverture. Ce n'était pas la toile de lin rugueuse qu'ils virent. C'était une autre surface, une pochette en vélin cousu, à même la doublure. Un frisson parcourut Adrien. C'était donc ça, la cachette. Amina y glissa 2 doigts et en sortit avec une lenteur infinie une feuille de papier pliée, si vieille et si fragile qu'elle menaçait de se désintégrer. Ils la déplièrent sur le sol en marbre froid. C'était bien une lettre, datée de 1987, l'écriture tourmentée de Le Corbeau à Henri de la Roche. Adrien lut à voix basse les mots d'un artiste terrifié par la cupidité de ce nouveau directeur, Jean-Pierre Dubois, et puis la phrase finale. En guise de dernière assurance, j'ai gravé ma véritable signature là où personne ne la cherchera, une marque secrète sur le montant supérieur du châssis. Le souffle coupé, ils soulevèrent sur la toile de doublure, ils passèrent sur leurs mains sur le bois ancien du cadre. Et sous ses doigts, Adrien sentit une aspérité. Il frotta la poussière des décennies. La lumière du téléphone révéla la gravure. Minuscule, mais parfaite. Une tête de corbeau. Le silence qui suivit fut plus lourd que le tableau lui-même. La preuve était là, absolue, gravée dans le bois. Le tableau était un faux. Le vol était réel. Et la trahison de Dubois n'était pas seulement un crime financier. C'était une profanation, un crachat sur la tombe de son père. La honte d'Adrien se mua en une rage glaciale. La quête de rédemption venait de se transformer en une chasse à l'homme. Le lendemain matin, Amina traversa les portes de la maison de la Roche, non plus avec la démarche effacée d'une employée, mais avec la résolution d'une exécutrice. La vérité était son armure. Elle avait refusé qu'Adrien l'accompagne. C'était une affaire de dignité, une dette qu'elle devait régler seule. Elle trouva Dubois dans la galerie Est, comme elle le savait, se pavanant devant sa fausse toile, un roi dans son royaume de mensonges. Il la vit s'approcher, et un sourire condescendant se dessina sur ses lèvres. Il s'attendait à des supplications, des larmes peut-être. Il n'était préparé ni à sa force, ni à son calme. « C'est une belle copie », dit Amina, sa voix résonnant clairement dans le silence matinal. « Mais l'âme de l'original lui manque cruellement. Vous devriez le savoir mieux que quiconque. » Le sourire de Dubois vacilla, une fissure dans sa façade parfaitement entretenue. « Madame Diallo, je suis surpris de vous voir. Votre persistance est déplacée. » « Ma persistance ?» répondit Amina, faisant un pas de plus, réduisant la distance entre eux. « Ou votre peur, la peur que quelqu'un regarde d'un peu trop près la doublure de vos mensonges. » À la mention du mot doublure, le visage de Dubois se figea.
La surprise laissa place à une incrédulité glaciale, puis à une fureur contenue. Il comprit. Elle savait. « Vous êtes une femme de ménage », siffla-t-il, chaque mot suintant le venin. « Vous auriez dû rester à votre place, à genoux, avec un chiffon à la main. »« Un chiffon peut nettoyer beaucoup de saleté, » rétorqua Amina, son regard ne fléchissant pas. « Même celles qui sont cachées sous des couches de vernis et d'arrogance. » Ce fut le mot de trop. La civilité de Dubois vola en éclats. En un instant, l'homme d'affaires cultivé disparut, remplacé par une brute. Il saisit son bras, ses doigts s'enfonçant dans sa chair. La douleur fut comme une décharge électrique. « Vous n'êtes rien !» grogna-t-il, son visage déformé par la haine. Une petite Africaine insignifiante qui a oublié à qui elle parlait. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Il la traîna, ses pieds glissant sur le marbre poli. Elle se débattit, mais il était trop fort. Il l'entraîna loin des galeries lumineuses, vers les entrailles du bâtiment. Il ouvrit une lourde porte en métal et la jeta à l'intérieur. La salle de restauration. Une crypte froide, sans fenêtre, où l'air était saturé par les vapeurs toxiques de térébenthine et de solvant. La lumière blafarde d'un néon grésillant éclairait des toiles à moitié dissoutes, des outils chirurgicaux pour l'art qui semblaient maintenant des instruments de torture. Mon frère était un génie, mais un idiot sentimental, dit Dubois depuis le seuil, sa voix résonnant contre les murs de pierre. Il croyait que l'art pouvait sauver le monde. L'art est un commerce, et dans ce commerce, les actifs qui posent un problème. On les liquide. Il lui adressa un sourire final, un rictus sans âme. Comme vous, personne ne vous trouvera jamais ici. La porte blindée claqua avec la finalité d'un couvercle de cercueil. Le verrou tourna. Amina était seule, dans le noir, le souffle court, prisonnière du tombeau que l'imposteur avait bâti pour ses secrets. Adrien sentit la disparition d'Amina, comme on sent un membre fantôme. Un vide, une certitude glaciale s'installa en lui. Il l'appela, la messagerie vocale. Il appela le centre communautaire. Elle n'y était pas. La panique, une bête qu'il avait cru dompter, revint en force, griffant l'intérieur de sa poitrine. Dubois l'avait, et c'était sa faute. Il l'avait laissé y aller seul. Il courut. Il ne prit pas sa voiture. Il courut dans les rues rue de Paris, bousculant les touristes, ignorant les klaxons. Il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait comprendre. Il trouva Antoine dans la petite boutique d'art, comme s'il était le gardien d'un savoir ancien. « Il l'a !» haleta Adrien, les mots se bousculant. Dubois apprit Amina. La lettre, la marque, elle sait tout. J'ai peur. Le visage d'Antoine se durcit, la tristesse laissant place à une résolution de granit. « Je connais mon frère, » dit-il d'une voix grave. « Il est cruel, mais il est aussi vaniteux. Il n'aurait jamais détruit la toile. Un trophée comme celui-là, il le garde, près de lui, comme un dragon sur son trésor. Il faut retourner là-bas, maintenant. » Le retour à la maison. Delaroche fut une mission de sauvetage. Antoine n'était plus un artiste rêveur. Il était un stratège. Il les guida à travers une entrée de service, ses yeux scannant chaque caméra, chaque couloir. « Mon père a fait construire ce bureau », expliqua Antoine en chemin. « Il y a toujours eu des secrets. Mon père aimait les passages cachés.
une excentricité que Jean-Pierre a dû trouver bien utile. Arrivé devant le bureau de Dubois, Antoine ne chercha pas de clé. Il se dirigea vers une immense bibliothèque. Il effleura une série de livres reliés en cuir, puis poussa sur un ouvrage particulier. Un déclic se fit entendre. Un pan entier de la bibliothèque pivota sur lui-même, révélant une pièce secrète, obscure et climatisée. Et là, au centre, éclairé par un unique spot, le véritable sma crépuscule sur la scène, reposait sur un chevalet. La beauté de l'œuvre était à couper le souffle, une symphonie de couleurs si vivantes qu'elle semblait respirer. C'était un moment de pure magie, une rencontre avec le sacré. Mais une toux faible, presque inaudible, les arracha à leur contemplation. Elle venait d'une grille de ventilation au sol. « Amina !» Adrien plaqua son oreille contre la grille. Il l'entendit à nouveau, plus faible. La salle de restauration était juste en dessous. Ils se précipitèrent, dévalant l'escalier de service. La porte était blindée. Adrien se jeta contre elle de toutes ses forces. Une fois, 2 fois. Au 3e impact, aidé par Antoine, la serrure céda dans un bruit de métal déchiré. Ils la trouvèrent recroquevillée dans un coin, le visage pâle, les yeux mi-clos, luttant pour chaque bouffée d'air dans l'atmosphère toxique. Adrien la souleva. Elle était si légère. Il la serra contre lui, une vague de soulagement et de rage le submergeant. Ils n'avaient pas seulement trouvé la preuve, ils avaient sauvé le témoin. Le règne de Jean-Pierre touchait à sa fin. La salle de conférence était un prédateur en attente. Les journalistes, les critiques, les membres du conseil. Tous étaient là, attirés par l'odeur du sang et du scandale. Sur l'estrade, Jean-Pierre Dubois, ignorant tout de ce qui venait de se passer dans les entrailles de son propre empire, jouait son plus grand rôle. Le visage pétri d'une douleur étudiée, il s'apprêtait à annoncer la perte tragique de son employé instable, tout en déplorant le vandalisme qui avait endommagé une œuvre d'art nationale. C'était un chef-d'œuvre de manipulation. Il leva les mains pour demander le silence, savourant son moment. C'est avec une tristesse infinie que je dois vous informer. C'est à cet instant que les grandes portes du fond s'ouvrirent à la volée. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Adrien de la Roche entra le premier. Il n'était plus l'héritier hésitant. Son visage était un masque de fureur froide. À ses côtés, soutenue par lui mais marchant la tête haute, se tenait Amina Diallo. Elle était pâle, fatiguée, mais ses yeux brûlaient d'une lumière que personne dans cette pièce ne pourrait jamais éteindre. Et derrière eux, poussé par 2 techniciens de la galerie, le véritable crépuscule sur la scène avançait, tel un soleil, le vent chassant les ténèbres. L'éclat, la profondeur, la vie qui émanait de la toile étaient si intenses que le faux, encore présent sur un chevalet à côté de l'estrade, sembla soudain gris, mort, une insulte à la mémoire de l'art. La salle explosa. Un chaos de cris, de questions, de flashs aveuglants. Dubois, sur l'estrade, devint blanc comme un linge. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. Il regardait la toile, puis Amina, puis Adrien, son esprit refusant de comprendre l'impossible. La foule s'écarta pour laisser passer une 3e personne. Antoine Dubois, le corbeau, s'avança calmement. Il monta sur l'estrade, prit le micro des mains tremblantes de son frère. Sa voix, calme mais portant dans chaque recoin de la salle, scella le destin de l'imposteur.
Mon nom est Antoine Dubois, dit-il. L'onde de choc fut palpable. Et ceci, il caressa la surface de la vraie toile, est mon âme. Cet homme, il se tourna vers Jean-Pierre, son regard un mélange de pitié et de dégoût, a tenté de voler les deux. Il a bâti un empire sur un mensonge, et pour protéger ce mensonge, il a failli tuer cette femme, dont la seule faute était d'avoir plus d'honneur et de clairvoyance que nous tous réunis. Il regarda Amina, puis de nouveau la foule. Elle a dit que la vérité finit toujours par tout brûler. Regardez bien, le feu commence maintenant. La chute fut aussi rapide et brutale que l'ascension avait été calculée. Les uniformes de la police entrèrent dans la salle de conférence, non plus comme des invités, mais comme les fossoyeurs d'un règne. Le bruit sec des menottes, se refermant sur les poignets de Jean-Pierre Dubois, fut le véritable coup de marteau final de la vente aux enchères de sa vie. L'image de son visage, déformé par l'incrédulité et la haine, fit la une de tous les journaux du monde. L'imposteur du siècle démasqué par son frère, le corbeau. La justice suivit son cours implacable. L'enquête révéla une corruption systémique, un réseau de contrefaçon et d'extorsion que Dubois avait tissé pendant 30 ans. D'autres langues se délièrent, d'autres victimes sortirent seules de l'ombre, chacune ajoutant un clou au cercueil de sa réputation. La maison de la Roche, ce bastion du luxe et de l'exclusivité, était devenue le symbole de la plus grande fraude de l'histoire de l'art moderne. Pendant que le monde se repaissait du scandale, les véritables protagonistes pansaient leur plaie. Le crépuscule fut transporté au Louvre pour une expertise qui se transforma en célébration. Les experts, les larmes aux yeux, parlaient de la respiration de la toile, de sa lumière intérieure. La beauté, enfin libérée, était aveuglante, mais pour Antoine, la victoire avait un goût de cendre. Il se tenait à la fenêtre de son atelier, regardant la Seine couler, ce même fleuve qu'il avait peint avec tant d'amour. La justice avait été rendue, mais une famille avait été détruite. Le nom de Dubois, son nom, était désormais associé à la fois au génie et à l'infamie. Il avait sauvé son héritage artistique, mais perdu son héritage de sang. Il comprenait maintenant que certaines victoires laissent des cicatrices aussi profondes que les défaites. Le feu avait purifié, mais il avait aussi tout ravagé sur son passage, laissant un paysage de désolation sur lequel il faudrait, un jour, apprendre à reconstruire. 6 mois plus tard, la même salle de conférence était méconnaissable. Les lourds rideaux de velours rouge avaient été remplacés par des voilages blancs qui laissaient entrer la lumière. Sur l'estrade se tenait Adrien de la Roche. Ce n'était plus un jeune homme, mais un homme. La peur avait quitté ses yeux, remplacée par une gravité qui lui donnait une autorité nouvelle. Pendant 1 siècle, cette maison a célébré la beauté, commença-t-il, sa voix résonnant avec une sincérité désarmante. Mais elle l'a fait en fermant les yeux sur le monde. Nous avons célébré une beauté exclusive, une beauté qui a un prix, une beauté qui se cache dans des coffres forts. Nous avons commis le péché ultime, nous sommes devenus aveugles. Son regard parcourut l'audience, s'arrêtant sur Amina, assise au premier rang, avec Antoine. J'étais le plus aveugle. Mon privilège était un bandeau sur mes yeux.
C'est une femme que notre monde qualifiait d'invisible qui m'a appris à voir. Elle m'a appris que la vraie valeur ne se mesure pas en millions d'euros, mais en courage et en dignité, et que la beauté la plus intense est souvent celle qui s'épanouit dans les endroits les plus démunis. Il marqua une pause, le silence vibrant d'attente. C'est pourquoi, aujourd'hui, la maison de la Roche ne se contente pas de changer. Elle renaît. J'annonce la dissolution du conseil d'administration actuel et la création d'une nouvelle entité, la Fondation Amina Diallo. Un souffle de stupéfaction parcourut la salle. Cette fondation sera désormais le cœur battant de cette institution. Sa mission sera triple. Premièrement, rechercher et acquérir les œuvres d'artistes que le marché, dans son aveuglement, a ignorées. Deuxièmement, créer des programmes d'éducation artistique dans les quartiers où la beauté est une nécessité, pas un luxe. Troisièmement, restaurer non seulement des toiles, mais aussi la confiance. Adrien se tourna vers Amina. Le comité d'acquisition et d'éthique de cette fondation sera présidé par celle qui a l'œil le plus juste et l'âme la plus pure que je connaisse, Madame Amina Diallo. Amina se leva sous un tonnerre d'applaudissements. Elle s'approcha du micro et dit simplement « La beauté m'a sauvée. Il est temps qu'elle en sauve d'autres. Mettons-nous au travail. » Un an plus tard, la grande galerie est de la Maison de la Roche n'était plus un mausolée pour maître mort. C'était une explosion de vie. Les murs étaient couverts de toiles vibrantes, de photographies poignantes, de sculptures audacieuses, œuvres d'artistes venus des 4 coins du monde, dont les noms étaient inconnus la veille, mais qui seraient les légendes de demain. C'était le vernissage de la première exposition de la Fondation Amina Diallo. Amina n'était plus une ombre. Elle était le centre de ce nouvel univers. Vêtue d'une magnifique robe sénégalaise, elle se déplaçait avec une grâce et une autorité naturelle, expliquant d'une œuvre à un ministre, encourageant un jeune artiste terrifié, riant avec des enfants des centres communautaires, invité d'honneur de la soirée. Adrien se tenait en retrait, la regardant, un sourire de pure admiration sur le visage. Il n'était plus le directeur tout-puissant, mais le facilitateur, le partenaire. Il avait trouvé sa vraie place, non pas au-dessus des autres, mais à leur côté. Dans un coin, Antoine, le corbeau, était assis avec un carnet de croquis. Mais il ne se cachait plus. Il dessinait les visages dans la foule, capturant la joie, l'émerveillement, l'espoir. Un jeune peintre s'approcha timidement de lui. Antoine leva les yeux, lui sourit et commença à lui parler. Le maître était sorti de sa tour d'ivoire. Plus tard dans la soirée, les trois se retrouvèrent, presque par instinct, devant le crépuscule sur la Seine, désormais prêté par le Louvre pour l'occasion. La toile était magnifique, mais elle n'était plus la seule étoile. Elle était l'ancêtre bienveillant de toute la nouvelle génération qui l'entourait. « Vous savez, » dit doucement Adrien à Amina, « je pense encore que je vous ai sauvé ce jour-là, dans la salle de restauration. » Amina lui sourit, une lueur malicieuse dans les yeux. « Non, Adrien, ce jour-là, vous avez sauvé un tableau, mais c'est nous tous, ensemble, qui avons sauvé la beauté du mensonge. C'est bien plus important. » La caméra recule, les laissant tous les trois,
l'héritier, la gardienne, l'artiste, unis devant l'œuvre qui avait failli les détruire et qui les avait finalement réunis. Ils n'étaient pas une famille de sang, mais une famille d'âmes, forgée dans le feu de la vérité.